Avertissement, avant de commencer, la discrétion des spectateurs est fortement recommandée. Ce qui suit est destiné à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel du tribunal fédéral dans l'affaire Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. La salle d'audience était plongée dans un silence total lorsque le juge a appelé le prochain témoin. Tous les regards se sont tournés vers l'arrière alors qu'une figure familière s'avançait, une personne que personne n'attendait. Usher Raymond, la star de R&B primée au Grammy, s'apprêtait à témoigner, non pas sur sa musique, ni sur un différend avec un label, mais sur ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de l'empire de Sean Diddy Combs. Pendant des années, Usher est resté silencieux. Il a joué le jeu, souriant lors des interviews, esquivant les questions. Mais maintenant, alors que Diddy fait face à des accusations fédérales de trafic, de coercition et d'une entreprise criminelle d'abus, Usher a finalement décidé de dire la vérité. Et cette vérité, dit-il, l'a rongé de l'intérieur. De ce qu'il a vu à 14 ans sous la tutelle de Diddy à ce qu'il a réalisé plus tard sur les coins les plus sombres de l'industrie du divertissement, ce témoignage n'est pas seulement choquant, il est historique, et il pourrait tout changer. Usher a commencé par raconter le jour où sa mère lui a annoncé qu'il allait vivre avec Diddy à New York. À l'époque, il n'avait que 14 ans, tout juste sorti de son premier album et impatient de grimper les échelons de l'industrie musicale. El Harid avait organisé ce mentorat, convaincu que fréquenter Diddy accélérerait le succès d'Usher. Aucun d'eux n'avait prévu le monde dans lequel Usher allait entrer. Je pensais que j'allais apprendre à devenir une star, a déclaré Usher au tribunal, la voix ferme mais tendue. Ce que j'ai vu à la place, ce sont des choses qu'aucun adolescent ne devrait côtoyer. Usher a témoigné que dès son arrivée dans le penthouse de Diddy à Midtown Manhattan, l'environnement était saturé d'excès. Du champagne sur les plateaux du petit déjeuner. Des inconnus se réveillant dans des pièces dont il ignorait l'existence. Des gens qu'il a plus tard reconnus à la télévision et dans les magazines, allongés à moitié habillés ou évanouis. Ce n'était pas une maison. C'était une scène. Il a appelé ça le « Flavor Camp ». Usher a dit « Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était juste une marque. Plus tard, j'ai réalisé que ça signifiait l'indulgence. » Le tribunal a écouté attentivement alors qu'Usher décrivait comment le mentorat s'est rapidement transformé en autre chose. Diddy ne lui enseignait pas le chant ou la performance. Au lieu de cela, Usher affirme qu'on l'encourageait à observer le style de vie, à faire la fête avec des célébrités et à cesser de poser des questions. Il m'a dit, c'est comme ça qu'on fait. Tu ne poses pas de questions, tu observes. Apprends en regardant. C'est comme ça que font les hommes. Il s'est souvenu d'une nuit où il s'est réveillé vers 3 heures du matin pour trouver des gens masqués entrant dans l'appartement. La musique jouait doucement, des bougies éclairaient le couloir. Il est entré dans le salon et a vu ce qu'il ne pouvait décrire que comme une fête ritualisée. Ce n'était pas juste du sexe. Il y avait une structure. Des caméras, des listes, et personne ne semblait surpris. J'ai pensé que j'étais peut-être entré sur un plateau de cinéma. Je me souviens avoir pensé que je n'aurais pas dû voir ça. Usher a dit qu'on lui a ordonné de retourner se coucher, mais qu'il n'a pas dormi cette nuit-là. Ce fut le moment, a-t-il dit, qui a changé à jamais sa vision de Diddy. La partie suivante du témoignage d'Usher s'est concentrée sur les avertissements qu'il n'a jamais reçus, ni de son label, ni de sa mère, ni des initiés de l'industrie qui savaient tous à quoi ressemblait vraiment le monde de Diddy. Les gens pensaient que Diddy était excentrique, a expliqué Usher. Ils ne réalisaient pas qu'il avait un pouvoir sur les gens, un pouvoir discret mais absolu. S'il ne t'aimait pas, ta carrière stagnait. S'il t'aimait, ton silence faisait partie du marché. Usher a déclaré au jury qu'il y en avait d'autres comme lui, de jeunes artistes intégrés dans le giron, à qui on promettait une ascension rapide vers la célébrité, mais qui étaient lentement entraînés dans l'orbite de Diddy d'une manière qu'il ne comprenait pas à l'époque. Il n'a pas encore nommé de nom, mais a laissé entendre que d'autres se manifesteraient. Il y avait des gens autour de nous qui voyaient, des assistants, des chauffeurs, d'autres musiciens. Tout le monde agissait comme si c'était normal, mais au fond, il savait que les adultes nous avaient laissé tomber. Un moment particulièrement troublant de son témoignage est survenu lorsqu'il a décrit un voyage privé aux Caraïbes auquel Diddy l'a emmené à 15 ans. C'était censé être une retraite, juste moi, lui et quelques autres. L'endroit était isolé, sans presse, sans caméra, et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas là pour apprendre quoi que ce soit sur la musique. Il a marqué une pause. Je ne vais pas tout raconter, mais ce que je dirais, c'est que je n'avais pas le choix de l'environnement dans lequel on m'a placé, et il m'a fallu des années pour comprendre la manipulation. La salle d'audience était silencieuse.
Usher a dit qu'après ce voyage, sa relation avec Diddy a changé. Le magnate est devenu plus contrôlant. Il y avait toujours de nouvelles personnes autour, toujours plus de fêtes, toujours plus de règles. Et chaque fois que Usher résistait, même légèrement, on lui rappelait qui avait fait sa carrière. Il m'a dit, tu ne mords pas la main qui te nourrit. Souviens-toi de qui t'a donné cette vie. Usher a conclu ce segment en regardant directement Diddy, tu ne m'as pas donné cette vie. Tu m'as donné des cauchemars. La troisième partie du témoignage d'Usher fut peut-être la plus stupéfiante. Il a décrit avoir reçu un contrat à l'âge de 16 ans qui incluait une clause de confidentialité. Bien que présenté comme un accord de non-divulgation standard pour protéger les affaires internes de Bad Boy Records, Usher a affirmé qu'il contenait un langage spécifique sur les événements privés et la discrétion. À l'époque, je ne comprenais même pas la moitié des mots, a déclaré Usher au tribunal. Ma mère a dû co-signer, et les avocats du label ont dit que c'était standard, mais en y repensant maintenant, je sais ce que c'était. Un contrat pour me faire taire. Il a dit qu'il l'avait signé parce qu'il leur faisait confiance. Cette signature a acheté mon silence pendant des années. Je n'avais pas le droit de parler des fêtes, des invités, des comportements. On m'a dit que ça ruinerait la marque. Mais qu'en est-il de ce que ça m'a fait? Usher a déclaré que cette clause a été invoquée des années plus tard lorsqu'il a tenté de parler de certaines choses qu'il avait vues. En 2009, je travaillais sur une interview avec une grande publication. Les questions ont commencé à devenir personnelles. Soudain, j'ai reçu un appel de l'ancienne équipe juridique de Bad Boy. Ils m'ont rappelé mon NDA. Ils ont dit, nous espérons que tu n'essaies pas de compromettre ta réputation. Il a dit qu'il n'a jamais poursuivi l'interview, mais ce n'était pas seulement les avocats. Usher a affirmé avoir reçu des menaces voilées de personnes encore liées à l'empire de Diddy. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Tu penses que tu en as fini avec ce monde, mais il n'en a jamais fini avec toi. Et si tu sors du rang, il y a des conséquences. Pas seulement pour ta carrière, mais pour ta sécurité. La salle d'audience était figée alors qu'Usher sortait une copie du NDA. Le juge l'a admis comme preuve. Il incluait un langage sur la documentation audiovisuelle et la reproduction non autorisée, des phrases qui prenaient maintenant une tonalité sinistre à la lumière de la prétendue bibliothèque de vidéos, Freak Off, de Diddy. La voix d'Usher s'est légèrement brisée. Ce document m'a fait sentir que j'étais fou pendant des années, comme si tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti n'était pas réel parce que je n'avais pas le droit de le dire à voix haute. Usher a poursuivi son témoignage en décrivant un moment moins connu de 1996, lorsqu'il avait seulement 17 ans et que Diddy l'a emmené à une fête exclusive dans un manoir à Atlanta. Ce fut un moment décisif qui a remodelé sa vision de l'homme qu'il considérait autrefois comme un mentor. Selon Usher, Diddy était en mode hôte de fête, avec une maison remplie de célébrités, de mannequins et d'hommes mystérieux qui ne semblaient pas du tout liés à l'industrie musicale. Usher a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il a vu ensuite. La maison était somptueuse. Des sols en marbre, des agents de sécurité à chaque porte, un DJ jouant jusqu'au lever du soleil. Mais ce qui l'a marqué, ce n'était pas le luxe. C'était la pièce secrète. Usher a raconté au tribunal qu'il se souvenait de Diddy murmurant à l'un des gardes de sécurité, qui a ouvert une porte verrouillée à l'arrière du manoir. « Tu n'es pas encore prêt pour ça », lui a dit Diddy avec un sourire. Usher a dit qu'il a quand même jeté un coup d'œil. Il y avait des gens masqués. C'est tout ce que je dirais. Je ne savais pas ce que je regardais. Puis il a dit quelque chose qui a fait tressaillir tout le monde dans la salle d'audience, je pense que cette nuit-là m'a changé. Usher a confessé, j'ai vu des choses que je ne peux toujours pas expliquer. Je ne sais pas si c'était légal, mais je sais que ce n'était pas juste. Il a ensuite présenté des photocopies de pages d'un journal. Usher a expliqué qu'il avait commencé à écrire ce journal en 1998, initialement pour noter des paroles de chansons et des pensées, mais au fil des années, il est devenu un coffre-fort de souvenirs personnels et d'observations de son temps passé avec Diddy. Dans une entrée datée de mars 1999, Usher a écrit « Dîner avec Diddy et 3 cadres que je ne connaissais pas ». Il parlait sans cesse de loyauté. Il disait « La loyauté te garde en tournée. L'honnêteté te ramène à la maison. » Diddy a ri. Un autre passage, daté d'octobre 2000, décrivait un jeudi soir où Usher a été invité mais a décliné. Trop de secrets, trop de masques. Diddy a dit que c'était juste la culture. Je ne suis pas d'accord. Avez-vous déjà parlé de ces entrées à quelqu'un? A demandé le procureur. Usher a secoué la tête. J'avais peur de tout perdre. Je ne pensais pas que quiconque me croirait.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il les partageait maintenant, Usher a répondu « Parce que j'ai vécu avec ça assez longtemps, et il est temps que la vérité sorte ». Usher s'est penché vers le micro et a révélé une rencontre qu'il n'avait même pas partagée avec ses amis les plus proches. En 1997, à l'âge de 18 ans, il a été invité par Diddy à rencontrer un investisseur musical puissant à Miami. Quelqu'un qui pourrait financer la première tournée mondiale d'Usher et l'aider à construire sa marque. Je pensais que c'était une question d'affaires, a expliqué Usher. Diddy en a fait tout un plat, comme si c'était la plus grande opportunité de ma vie. Il m'a dit de m'habiller chic, de faire bonne impression et d'être poli. Lorsque Usher est arrivé dans la suite pentouse de l'hôtel Sauté, il a trouvé 3 hommes en peignoir, avec du champagne haut de gamme et plusieurs jeunes femmes assises silencieusement en arrière-plan. L'un d'eux, qui venait d'outre-mer, m'a demandé si je voulais qu'on se souvienne de moi pour toujours, a dit Usher. Il ne parlait pas de musique. Usher a ajouté, Diddy m'a laissé seul avec ces hommes. J'ai eu l'impression d'être piégé. Il a témoigné, ils ne m'ont pas touché. Mais l'un d'eux a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, tu peux rester ou tu peux partir, mais tu n'auras plus jamais une invitation comme celle-ci. Il est parti, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Usher a dit qu'il a été retiré d'une opportunité de tournée et qu'un producteur éminent s'est soudainement retiré de sa collaboration avec lui. Personne n'a jamais dit que c'était à cause de mon départ de cette suite, a expliqué Usher. Mais après cette nuit, des portes qui avaient toujours été ouvertes se sont soudainement fermées. Usher a également témoigné que Diddy lui a montré un clip troublant d'une caméra portable quelques semaines plus tard. Il riait en le repassant. C'était un autre jeune artiste. Il faisait quelque chose que je sais qu'il n'aurait pas accepté à moins que quelqu'un ne l'y ait forcé. Diddy vous a-t-il menacé, a demandé l'avocat. Usher a marqué une pause. Il n'en avait pas besoin. Les gens autour de lui l'ont fait. Ils n'utilisaient pas de mots. Ils utilisaient le silence et l'exil. Usher a dit que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que la célébrité n'était plus une question de talent. C'était une question de soumission. C'est comme ça qu'on restait célèbre dans le monde de Diddy. Le ton d'Usher est devenu personnel alors que les lumières de la salle d'audience s'atténuaient légèrement, les caméras désormais uniquement fixées sur son visage. C'est la partie la plus difficile, a-t-il dit, parce que ce n'est plus à propos de moi. Il a continué en décrivant les débuts de l'ascension de Justin Bieber. Usher avait joué un rôle clé dans le lancement de la carrière de la pop star, en le soutenant et en servant de mentor. Au début, tout était positif. Je voulais être le grand frère que je n'avais jamais eu, a dit Usher. Mais ensuite, Diddy est entré en scène. Selon Usher, Diddy a commencé à inviter Bieber à des fêtes, les appelant « Flavor Camp », la même expression qu'il avait utilisée avec Usher des années plus tôt. Il avait 15 ans, a dit Usher, et il le traitait comme un adulte. Une nuit en 2011, Usher a reçu un appel de Bieber. Il n'a rien dit au début, j'entendais juste sa respiration. Puis il a dit, je veux rentrer à la maison. L'équipe d'Usher a tenté de le retrouver, mais Bieber est resté silencieux pendant 2 jours. Lorsqu'ils se sont revus, Bieber ne regardait pas Usher dans les yeux. Il a juste dit, ça va. Je vais bien maintenant. Mais il n'allait pas bien, a témoigné Usher. Il a ensuite révélé qu'il avait confronté Diddy en privé et lui avait demandé directement, qu'est-ce que tu fais à ces gamins? Selon Usher, Diddy a ri et répondu, la même chose qu'ils m'ont faite. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Usher a dit que ce fut leur dernière conversation sérieuse. Après ça, j'ai pris mes distances. Je ne voulais plus que mon nom soit associé à ça, mais en voyant ce qui est arrivé à Justin, je ne pouvais plus rester silencieux. Il a également révélé pour la première fois qu'en 2018, il a reçu un appel d'un numéro anonyme avec une voix qui disait « Dis-lui de garder la bouche fermée, ou on la fermera pour lui ». Lorsqu'on lui a demandé qui il pensait était derrière cet appel, Usher a regardé directement la table de la défense. Je pense que vous savez. Usher a révélé que le point de rupture dans sa relation avec Diddy est survenu lors d'une nuit désormais tristement célèbre, jamais discutée publiquement jusqu'à ce jour. Selon son témoignage, il s'agissait d'une fête privée discrète dans une propriété cachée dans les collines d'Hollywood en 2002. Usher a affirmé que ce qu'il a vu cette nuit-là a changé à jamais sa perception de Diddy. L'événement, qu'il a décrit comme étant plus un rite de passage qu'une fête, impliquait plusieurs jeunes artistes et mannequins, dont beaucoup pensaient qu'on leur offrait des opportunités de carrière. Usher a témoigné que Diddy l'avait invité sous prétexte de rencontrer un nouveau producteur d'Europe. Mais lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il n'y avait ni cadre ni producteur, juste un éclairage tamisé, des agents de sécurité à chaque coin,
et une lourde atmosphère de secret. Il a décrit un environnement où les téléphones étaient confisqués à l'entrée, et une étrange série de contrats, étiquetés comme des accords de non-divulgation, étaient présentés aux invités, avec un langage plus agressif que tout ce qu'il avait vu dans l'industrie. L'ambiance était mauvaise, a dit Usher au tribunal, sa voix se brisant pour la première fois. Il y avait des gens là-bas qui n'étaient ni artistes ni cadres. J'ai réalisé qu'ils étaient juste des observateurs. Il a dit avoir reconnu plusieurs visages célèbres, dont certains n'ont jamais été publiquement associés à Diddy, mais il a refusé de les nommer officiellement, laissant entendre que si ce procès se poursuit, d'autres se manifesteront. La partie la plus bouleversante de son témoignage est survenue lorsqu'il a raconté avoir tenté de quitter la fête plus tôt. Il a été arrêté par un homme qu'il ne connaissait pas et conduit dans une pièce annexe où Diddy était assis. Il m'a dit, « Tu n'es pas encore prêt. Tu penses encore que c'est une question de musique. C'est plus grand que ça. » Usher est parti cette nuit-là et a affirmé qu'il n'est plus jamais retourné à une fête organisée par Diddy. Le témoignage d'Usher s'est orienté vers les pratiques commerciales employées par Diddy, non seulement avec lui, mais avec des dizaines d'artistes de Bad Boy. Pour la première fois, Usher a soumis des courriels internes et des brouillons de contrats, révélant qu'il avait signé un accord de développement à l'adolescence qui l'engageait pour 5 albums et cédait les droits de ses masters jusqu'à ses 35 ans. « Je ne savais pas ce que je signais », a admis Usher. « Je voulais juste chanter. » Il a ensuite exposé comment d'autres artistes étaient liés à des contrats similaires, mentionnant des noms comme Carl Thomas, Total, Black Rob et Feu Craig Mack. Usher a allégué que Diddy avait pour habitude d'attirer les artistes avec des promesses de mentorat et d'exposition, pour ensuite les écarter une fois qu'ils n'étaient plus utiles ou obéissants. Il a même révélé qu'un comptable privé lui avait envoyé une feuille de calcul avec les royalties qu'il avait manquées au fil des années, totalisant plus de 4,3 millions de dollars. Lorsqu'il en a parlé à Diddy, il affirme que Diddy a ri et lui a dit « Si tu savais ce qu'on te devait vraiment, tu ne dormirais pas la nuit ». Les documents judiciaires ont également révélé que plusieurs artistes avaient accepté des règlements en échange de leur silence, certains recevant de petits paiements juste pour récupérer le droit d'utiliser leur nom ou d'interpréter leurs chansons. L'une des plus grandes révélations fut qu'Usher avait tenté d'organiser une réunion secrète avec d'autres artistes en 2011 pour discuter de leurs griefs collectifs, mais la réunion n'a jamais eu lieu car quelqu'un en a informé Diddy. Plus accablant encore, il a affirmé avoir vu Diddy ordonner la destruction de cassettes de démos et de vidéos appartenant à un artiste qui avait menacé de parler. Cet artiste, a dit Usher, a depuis disparu de la vie publique. Je ne sais pas où il est. Personne ne le sait. Mais je me souviens de sa voix, et je me souviens qu'il avait peur. Cette déclaration a réduit la salle d'audience au silence. Dans la dernière partie de son témoignage, Usher s'est effondré lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas parlé plus tôt. Sa réponse était à la fois poignante et déchirante. Parce que je pensais que je lui devais quelque chose. Je pensais que si je restais silencieux, je pouvais passer à autre chose et rester reconnaissant. Mais on ne peut pas être reconnaissant pour un mensonge. Usher a dit que la culpabilité l'avait rongé pendant des années. Il a parlé d'avoir vu d'autres jeunes artistes tomber dans le même piège que lui autrefois et a admis que pendant longtemps, il ne savait pas comment les aider sans détruire sa propre carrière. C'était toujours une question de pouvoir, a-t-il dit, et Diddy en avait tout. Il a révélé qu'en 2016, à l'époque où le clip infâme de Drink Champ a recommencé à circuler en ligne, il avait tenté de confronter Diddy en privé, mais il a été bloqué par l'équipe juridique de Diddy. Ce qui a le plus marqué la salle d'audience, c'est lorsque Usher a décrit une entrée de journal non publiée qu'il avait écrite la nuit où il a quitté le mentorat de Diddy pour de bon. Elle disait « J'ai survécu à Puffy, mais est-ce que l'enfant en moi a survécu ? Je ne sais toujours pas ». Il a conclu son témoignage en s'adressant au tribunal, aux victimes regardant en ligne et à la jeune génération d'artistes qui idéalisent les personnes jugées. Ce n'est pas juste à propos d'un seul homme. C'est à propos d'un système entier qui disait à des gamins comme moi de se taire, de rester dans le rang et de ne jamais questionner les mains qui nous nourrissaient. Mais je suis là maintenant, et je n'ai plus peur. Pas pour moi, parce que j'ai déjà traversé ça. Je fais ça pour ceux qui n'ont pas pu. À ce moment-là, la salle d'audience est restée silencieuse. Ce qui avait commencé comme une affaire fédérale sur le racket et le trafic s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un règlement de compte pour des décennies de silence dans l'industrie musicale. Ce que le public ignorait jusqu'à présent, c'est qu'au sommet de sa gloire précoce, juste après la sortie de 8701 en 2001, Usher a disparu des projecteurs pendant une semaine entière. Les initiés de l'industrie pensaient qu'il prenait une pause dans son emploi du temps de tournée épuisant, mais au tribunal, Usher a révélé qu'il s'était fait interner dans un établissement de santé mentale privé en Californie du Nord sous un faux nom. Selon son témoignage,
La cause de cette dépression nerveuse provenait d'un traumatisme non résolu remontant à son adolescence passée avec Diddy. Usher a admis qu'il avait commencé à souffrir de crises de panique peu après ses 20 ans, souvent déclenchées par des choses apparemment anodines, des lumières clignotantes, des foules serrées, certains types de musique. Au début, il ne comprenait pas le lien. Mais tout lui est revenu une nuit alors qu'il séjournait dans un hôtel à New York, un bâtiment qui, par coïncidence, était autrefois le lieu d'une des fêtes infâmes de Diddy. J'ai marché dans le couloir et j'ai senti la même marque de bougie qu'il utilisait, a raconté Usher au tribunal. Tout mon corps s'est figé. J'ai commencé à trembler. Je ne pouvais plus respirer. Cette nuit-là, son équipe l'a conduit d'urgence à la clinique où il est resté en observation pendant 5 jours. Ce qu'il a partagé avec le psychiatre de l'établissement, a-t-il dit au jury, est quelque chose qu'il n'avait jamais révélé publiquement auparavant. Je lui ai dit que j'avais vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. J'ai vécu dans un monde où le pouvoir signifiait le silence et où la survie signifiait sourire à travers tout ça. Cette maison n'était pas juste un lieu de repos. C'était un endroit où les rêves étaient vendus, mais où votre âme était le prix. Usher a témoigné que le psychiatre l'a diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique, une révélation qui a stupéfié à la fois la salle d'audience et ses fans qui regardaient de l'extérieur. Il a dit qu'il lui a fallu près de 2 ans de thérapie avant de pouvoir dormir une nuit entière sans cauchemar récurrent. Bien que Usher n'ait jamais nommé d'autres personnes qui auraient pu vivre la même chose, il a laissé entendre que plusieurs autres jeunes artistes ayant eu des relations similaires avec Diddy avaient également disparu ou souffert de dépression nerveuse, mais avaient trop peur de parler. J'ai eu de la chance. J'avais l'argent pour obtenir de l'aide, mais certains des autres n'en avaient pas. L'un d'eux a fait une overdose, un autre a tenté de se suicider, et un troisième a tout simplement disparu. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait gardé ce secret pendant plus de 2 décennies, Usher n'a pas hésité, parce que personne ne m'aurait cru en 2001. Puffy était intouchable, et j'étais juste le gamin avec une voix. Mais maintenant, le monde est prêt à écouter. La salle d'audience est restée immobile, non seulement à cause de la confession, mais aussi à cause des implications qu'elle portait. Derrière chaque disque de platine, chaque discours au Grammy et chaque concert à guichet fermé, il y avait peut-être une guerre silencieuse qui se déroulait dans l'esprit d'un jeune artiste essayant simplement de survivre. Et maintenant, enfin, il parlait, non seulement pour lui-même, mais pour toutes les voix qui avaient été étouffées par la musique.